un fort sentiment d'identité sociale est induit, probablement au prix d'un sentiment d'identité personnelle. Dans la présentation initiale de cette idée, qui s'appuie fortement sur Worf pour son autorité, Bernstein utilise le terme public language, langage public, pour ce que 6 ans plus tard il appellera le code restreint. Tandis que, je cite, la parole de la classe moyenne est riche en qualifications personnelles et individuelles, et sa forme implique des ensembles d'opérations logiques avancées, le langage public présente d'autres caractéristiques. Phrases courtes, grammatiquement simples, souvent inachevées, avec une construction syntaxique médiocre. Emploi simple et répétitif des conjonctions, so, then, and. Partant, les modifications, les qualifications et l'importance logique auront tendance à être indiquées par des moyens non verbaux. Emploi fréquent de commandes et de questions courtes. Emploi rigide et limité d'adjectifs et d'adverbes. Emploi peu fréquent du pronom impersonnel, it, one, comme sujet d'une phrase conditionnelle. La sélection individuelle au sein d'un groupe de tours traditionnel joue un grand rôle. Le symbolisme est d'un faible ordre de généralité. La qualification personnelle est exclue de la structure de la phrase. C'est donc un langage à signification implicite. Phrase grammatiquement simple. Emploi simple des conjonctions. Exactement ce que les manuels conseillent aux écrivains apprentis. La dernière phrase que Bernstein considérait évidemment l'échec et mat, et autant que je puisse voir un non sequitur, car pourquoi une phrase aurait-elle une signification explicite si sa structure comprend une qualification personnelle et dans le cas contraire, une signification implicite? Bernstein parle de langage public puisqu'il y manque les dimensions langagières qui permettent aux locuteurs de construire un soi dans leurs paroles. Il croyait que ce manque limite la capacité de l'enfant de la classe ouvrière à percevoir le monde. Je cite, puisque la nature de leur langage limite les communications verbales des sentiments, ces dernières ont tendance à être aussi indifférenciées que le langage. Par conséquent, la différenciation émotionnelle et cognitive de l'enfant de la classe ouvrière est relativement moins développée. Et les signaux auxquels il répond dans l'environnement seront principalement d'un ordre qualitativement différent. Un article suivant de l'année prochaine, ça c'est de 58, un article de 59 passe en revue les caractéristiques du langage public énuméré ci-dessus et explique comment chacune limite la perception et la pensée des enfants de la classe ouvrière qui le parlent. Bernstein commente positivement le fait que le langage public contient sa propre esthétique, une simplicité et une franchise d'expression, émotionnellement virile, concise et puissante, et une gamme métaphorique d'une force et d'une pertinence considérable. Et il déclare que le but de l'éducation ne devrait pas être de le remplacer, mais de le préserver tout en permettant aux individus d'utiliser également le langage formel de la classe moyenne. Le fait qu'il ne préconise pas la scolarisation des enfants de la classe moyenne dans le langage public fait cependant sonner creux ses éloges. Le passage terminologique de public, formal à restricted, elaborated montre clairement que le contraste entre la complexité et la simplicité est au cœur de cette distinction et que la simplicité équivaut au déficit. À son crédit, Bernstein a ensuite
retirer ces tentatives de spécifier les caractéristiques linguistiques pertinentes associées aux orientations de codage contrasté après s'être rendu compte qu'elles étaient erronées. Cela n'élimine cependant pas leur intérêt historique. Pourquoi semblaient-elles si vraisemblables à l'époque, non seulement pour Bernstein, mais pour la plupart de son vaste public? Et c'est seulement les caractéristiques grammaticales spécifiques que Bernstein a retirées par le concept global de code élaboré et restreint qui continue de sous-tendre l'analyse du discours critique, l'ADC, qui s'est développé directement à partir de l'enseignement de Halliday. La classe dirigeante, c'est-à-dire les gouvernants et les sociétés commerciales, utilise le langage et toute la gamme des ressources multimodales pour opprimer la classe ouvrière, qui est incapable de reconnaître cette oppression linguistique et de résister à ses effets sur sa pensée. Cela explique pourquoi la classe ouvrière continue d'élire des gouvernements qui les opprimeront. La mission de l'ADC est d'exposer les mécanismes de cette oppression et ainsi de contribuer à défaire son pouvoir. Les analystes du discours peuvent faire cela parce qu'ils ont bénéficié d'une éducation d'élite avancée, avec la maîtrise du code élaboré, leur permettant de reconnaître la supercherie. Les gens dans la rue ne peuvent pas faire cela. Leur code restreint en fait les marionnettes des maîtres qui font appel à leurs émotions plutôt qu'à leur intelligence, aussi limitée soit-elle. Ils sont effectivement hypnotisés par des slogans dans une tyrannie du simple, pour citer un slogan de ceux qui s'opposent au populisme. Si seulement ils étaient capables de lire des milliers de pages de tracts politiques et de manifestes dans toute leur complexité, ils verraient la lumière. L'analyste du discours contrôle non seulement le code élaboré, mais surtout la grammaire systémique fonctionnelle de Halliday, qui offre la clé pour déverrouiller le fonctionnement du code. Sans doute, beaucoup d'entre vous partagez cette perspective, surtout en ce qui concerne le pouvoir ce pouvoir dans le cas du slogan d'une partie gagnante ou d'un produit réussi. J'indiquerai simplement notre tendance à remarquer ce pouvoir dans le cas d'une partie qui gagne et d'un produit qui réussit, et à ignorer les cas beaucoup plus fréquents de slogans de parties perdantes ou de produits qui ne se vendent pas bien. Nous devons considérer si un slogan réussit à cause de ce à quoi il se réfère plutôt que l'inverse. Et si, quand nous dédaignons la sagesse de la multitude, comme Kela avec ses élèves moins doués, ce n'est pas nous qui montrons une intelligence faible. En France, beaucoup plus que dans le monde anglophone, l'analyse du discours est associée à Zelig Harris, qui a créé le terme. Son étudiant Chomsky, qui prétend que dans les cours de linguistique de Harris, tout ce qu'ils ont fait était l'analyse de tracts politiques. Chomsky a poursuivi depuis les années 60 l'analyse politique des textes dans l'esprit de Harris, sans lien avec l'ADC, ni même avec la linguistique générative de Chomsky, insiste-t-il. J'ai essayé de montrer comment, au contraire, ils sont étroitement liés par la théorie chomskienne de l'interprétation linguistique, plutôt que par celle de la production. Bien des linguistes ont discuté les points de contact entre la grammaire transformationnelle générative et l'analyse syntaxique de Thénière. L'une des choses qui les lie est une présomption qu'au-dessous de la complexité de la syntaxe, il y a une simplicité latente. Chomsky considère une phrase passive
tels que Bill was hit by John, comme complexes. Le maximum de simplicité se voit dans la phrase active, John hit Bill. Dans l'esprit de celui qui produit une phrase passive et de ceux qui la comprennent, tout commence et finit avec son équivalent actif. J'ai déjà mentionné que la théorie standard de Chomsky comprenait une transformation dite nominalisation, par laquelle un nom est dérivé d'un verbe, comme dans l'exemple fourni par Thénière, une compréhension claire, et il comprend clairement. Cette transformation avait été formulée dans la première thèse de doctorat dirigée par Chomsky, celui de Robert Lees. Chomsky dit, lorsque le processus, c'est dans Aspects of the Theory of Syntax 65, lorsque les processus de dérivation sont productifs, ils ne posent en fait aucune difficulté sérieuse. Considérons par exemple des transformations de nominalisation du type de celles qui forment les phrases, leur destruction du bien, leur refus de participer, etc. De toute évidence, les mots destruction, refus, etc. ne sont pas inscrits comme tels dans le lexique. Au lieu de cela, détruire et refuser seront inscrits dans le lexique avec une spécification de fonctionnalité qui détermine la forme phonétique qu'ils prendront par des règles phonologiques ultérieures lorsqu'ils apparaîtront dans des phrases nominalisées. Par productif, dans la première phrase, il veut dire de forme régulière, de telle sorte qu'une spécification simple rendra compte de tous les mots dérivés, ou plutôt d'un assez grand nombre d'entre eux pour convaincre que les autres soient marginalisés comme des exceptions. Au fur et à mesure que la discussion se poursuit, cependant, nous voyons des indices que Chomsky est conscient de la façon dont cette productivité est limitée par les processus de dérivation. Et malgré de toute évidence de la déclaration précédente, son hésitation et son ambivalence sont palpables. Elles deviendront doctrinales lorsque Chomsky, en 70, changera d'idée et restreindra la nominalisation aux nominogérondifs, tels que his comprehending, l'excluant des nominaux dérivés, tels que his comprehension. Le même article indique clairement que de telles décisions équivalent à un compromis entre simplicité et complexité entre les différentes parties du système. Je cite, en général, on peut s'attendre à ce que l'enrichissement d'une composante de la grammaire permette une simplification dans d'autres parties. Ainsi, certains problèmes descriptifs peuvent être résolus en enrichissant le lexique et en simplifiant la composante catégorielle de la base, ou inversement, ou en simplifiant la base au prix d'une plus grande complexité des transformations, ou inversement. Lees avait donné à Chomsky, aux Syntactic Structures de Chomsky en 1957, il lui avait donné son coup de pouce initial avec un compte rendu dans Language. Ce serait maintenant au tour de Neumayer, étudiant de Lees, de défendre dans la même revue la principale contribution de son ancien professeur contre la critique de Chomsky. À ce jour, les guerres de la linguistique étaient à leur comble, et l'Université d'Illinois, où Neumayer a fait ses études sous Lees, était l'un des centres de la sémantique générative, beaucoup moins préoccupé de la régularité des règles transformationnelles que l'orthodoxie du MIT. En effet, c'est le travail en sémantique générative, y compris celui de Lakoff sur la métaphore, qui chevauche la première ADC d'une manière jamais égalée par la syntaxe chomskienne
et la nominalisation devient une préoccupation de l'ADC, qui la trouve suspecte en raison de sa capacité à camoufler le sujet, comme par exemple le harcèlement des jeunes noirs masque le rôle de la police qui les harcèle. Les analystes du discours utilisent le terme nominalisation sans prétendre qu'à un certain niveau profond, le nom harcèlement soit le verbe harceler. Cependant, les pistes sont brouillées par le fait qu'il vise à restaurer des illusions et qu'il leur est important de formuler ces illusions en termes grammaticaux, car ils s'inquiètent, pas indûment, de la charge potentielle que ce qu'ils font n'est pas de la linguistique, mais une critique textuelle politique. Pendant les 10 années entre 1954 et 1964, Thénière élabore la version finale de sa théorie, publiée à titre posthume. Bernstein formule sa distinction entre le langage public et formel et l'affine en code restreint et élaboré en collaboration avec Halliday. Et Chomsky développe sa grammaire transformationnelle générative en son état de théorie standard. Chacune de ces entreprises avait à sa base une conception de la simplicité syntaxique avec des conséquences pédagogiques directes. Bien que Chomsky fasse bande à part, n'ayant pas poursuivi ces conséquences dans son propre travail, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient prêts à le faire. Chomsky insiste que sa propre éducation à lui était une perte de temps, en particulier en ce qui concerne la langue, car il était devenu, comme tout enfant, un locuteur à part entière de sa langue maternelle, grâce à un processus biologique achevé vers l'âge de 4 ans. Cela le met en plein désaccord avec Bernstein et Halliday, pour lesquels seul le code élaboré est une vraie langue, la seule capable de réaliser le potentiel humain d'être un sujet individuel. Le code restreint n'est que son ombre pâle, limitant ses locuteurs au statut d'objet. Pour Chomsky, s'inspirant de Humboldt, chaque enfant possède une créativité linguistique infinie, malgré le fait qu'il n'entende qu'un code restreint qui est parlé autour de lui, la pauvreté de l'expérience de Chomsky, qui prouve la nature biologique du langage et expose ce qui est à son avis, l'erreur fondamentale de Bernstein et Halliday, de ne pas faire la distinction entre performance et compétence. La différence coïncide avec leur politique. Chomsky, l'anarchiste, qui se méfie des institutions publiques, y compris les écoles, contre Bernstein et Halliday, les marxistes, qui croient que seul l'État centralisé est capable de sauver la classe ouvrière de leurs oppresseurs bourgeois, une fois que la Révolution aura pris le contrôle de l'État. L'une et l'autre partie comprennent le langage en termes de simplicité et de complexité, mais de manière conceptuellement différente, dont ils tirent des conclusions diamétralement opposées. Halliday n'a jamais renié les idées de Bernstein, lesquelles ont leur héritage au sein de l'ADC. Sa grammaire systémique fonctionnelle a un objectif réducteur et simplificateur qui est partagé avec les grammaires et l'analyse linguistique en général. Il prétend rejeter le déterminisme structuraliste en faveur des choix faits par les utilisateurs de la langue, mais la revendication dépend en partie d'une exagération du déterminisme structuraliste et en partie des choix chimériques. Je voudrais jeter un coup d'œil à un passage assez révélateur de son livre de 1975, Learning How to Mean, apprendre à signifier. C'est la transcription d'un échange verbal entre Halliday et Ruqayyah Hassan et leur fils.
Father, you went on a train yesterday, Nigel. Tutu baba. Glossé ainsi par Halliday. Father, and you said bye-bye to the train. Nigel. Father, and you saw another train. Nigel, long list of things seen then. Blah. Mother, oh, you saw some flags. Nigel. Blah. Mother, and you had some gravel. Nigel. Ooh. Father, and you hurt your hand with the gravel. No, that was with the stick, the one with prickles on. Blah. And there was blood on it, yes. Les énoncés de Nigel, Neil, en vérité, Nigel ne pourrait guère être plus simple. 9 syllabes, étendues jusqu'à 52 par Father et Mother. Halliday dit qu'à ce stade initial, il n'y a pas de niveau de forme linguistique. C'est son commentaire. C'est un système fonctionnel dans lequel la fonction est identique à l'utilisation. Chaque énoncé n'a qu'une seule fonction et les significations sont de l'ordre de « donne-moi ça, je suis intéressé, soyons ensemble ». Les fonctions initiales sont instrumentales, réglementaires, interactionnelles et personnelles. Suivent ensuite l'heuristique et l'imaginaire. Chaque élément de la langue est une simple paire contenu-expression. Il n'y a pas de niveau de forme linguistique, pas de grammaire. À un certain stade, l'enfant commence à utiliser le langage dans une fonction mathétique à des fins d'apprentissage. Cela se présente comme une généralisation du personnel et de l'heuristique. Le langage dans l'identification du soi et comme corollaire dans l'exploration du non-soi. Cette langue initiale, la simple paire